cette guerre commerciale? Guerre commerciale. A tariff is a tax on a foreign country. Guerre commerciale. Une guerre commerciale. Whatever they charge us, we're charging them. Une véritable guerre commerciale. Tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Nouveaux droits de douane contre la Chine, hausse des taxes sur certains produits européens, négociations avec le Canada et le Mexique. Pour rendre sa grandeur économique à l'Amérique, Donald Trump compte bien faire payer ses partenaires et se servir de l'outil tarifaire pour imposer ses choix. Mais ces batailles, ce n'est pas une nouveauté, alors que peut nous apprendre le passé ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Art de la guerre commerciale, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, droits de douane et Grande Dépression. Si je suis élu président, j'imposerai des droits de douane de 100, 200, 2000%. Je vais imposer les droits de douane les plus élevés de l'histoire. Durant toute sa campagne, Donald Trump a promis d'utiliser les droits de douane pour protéger l'économie américaine. De quoi, selon le républicain, favoriser les entreprises qui fabriquent aux États-Unis, en attirer de nouvelles et protéger le portefeuille des citoyens. Désormais, à la Maison-Blanche, le président américain a tenu sa promesse. Je vais annoncer des droits de douane sur les voitures, les semi-conducteurs et les puces. Je vais également imposer des droits de douane sur les médicaments et les produits pharmaceutiques, sur le bois d'œuvre et sur d'autres produits au cours des prochains mois, voire même plus tôt. Tenter de préserver la balance commerciale des États-Unis avec des taxes pour les partenaires, c'est aussi ce qu'il s'est passé dans les années 30, une période économique troublée qu'on vous raconte dans cet épisode. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a remis les guerres commerciales sur le devant de la scène. Pour prendre un peu de hauteur sur les annonces du président américain, j'ai fait appel à Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire Jean-Baptiste Say d'économie industrielle. Et j'ai commencé par lui demander comment définir une guerre commerciale. Il n'y a pas de définition précise d'une guerre commerciale, mais dans la notion de guerre commerciale, il y a l'idée d'une hostilité entre des pays qui se traduit par des mesures commerciales de restriction des échanges bilatéralement, donc de chaque pays ciblant le partenaire avec une certaine tension, une certaine hostilité, souvent un objectif derrière de pression économique, voire même politique. Pour ce premier épisode, nous sommes à la fin des années 20. La Première Guerre mondiale vient de s'achever, la reconstruction est en cours en Europe. Mais après les Roaring Twenties, les années folles, l'instabilité économique s'installe, et notamment aux États-Unis. Toutes les années 20, quasiment, avec un peu des hauts débats, mais l'essentiel des années 20 a été marqué par un appauvrissement agricole, par une crise agricole. Pour beaucoup, elle a été liée au fait que pendant la Première Guerre mondiale, les Américains ont augmenté beaucoup leur production, leurs investissements dans l'agriculture. C'est eux qui nourrissaient en fait une bonne partie de l'Europe. Et puis quand la guerre a été finie, les Européens se sont remis à produire. Il y a eu une surproduction massive structurelle qui a fait qu'il y avait beaucoup trop de production et on a eu des prix à la baisse, au fond, dans toutes ces années-là. Deuxième élément, dans l'industrie, c'est une période un peu contrastée, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs traditionnels comme l'habillement, le charbon, qui vont pas très bien, mais il y en a d'autres qui sont très dynamiques, qui sont en plein essor, l'automobile en particulier. Tout ce qui est produit électrique, alors c'est la première génération de produits électriques, mais ils se diffusent et donc il y a vraiment un progrès technique et puis des nouvelles industries qui se diffusent. Donc il y a un certain dynamisme, au moins dans une partie de l'industrie. Une politique économique marquée aussi, il faut le souligner, par la baisse des impôts. L'impôt sur le revenu, qui était une création très récente aux États-Unis, il a été créé en 1913, il a été très fortement diminué dans les années 20. La figure emblématique de ça, le symbole, c'est Andrew Mellon, qui a été le secrétaire au Trésor pendant toutes les années 20 et qui a vraiment porté symboliquement ses choix de politique économique. L'Amérique des années 20, c'est également une période de forte dérégulation. On laisse alors faire les mécanismes du marché en supprimant certaines interventions de l'État. Cette dérégulation, elle a touché la concurrence dans l'industrie, où elle a amenuisé, elle a assoupli, abaissé finalement le contrôle des concentrations, les contrôles anti-cartels qui permettent de maintenir la concurrence. Elle s'est aussi caractérisée par une dérégulation des activités bancaires, avec une innovation financière très importante.
beaucoup de spéculation, en tout cas un fort accroissement du crédit et une partie de ce crédit étant utilisée pour faire levier, pour s'endetter, pour finalement parier en bourse, avec notamment des investment trusts, des trusts d'investissement qui permettaient de potentiellement profiter de la montée de la bourse qui était très importante durant en particulier la deuxième partie des années 20, en parallèle d'une montée des prix de l'immobilier. Cette politique économique, elle est principalement menée par les républicains. Ils ont gagné l'élection présidentielle de 1920, donc c'était Wilson qui était encore président à cette époque, et à la suite de ça, Harvin, puis Coolidge, puis Herbert Hoover, à partir de 1928, ont été présidents. Donc, un long règne républicain. Ensuite, deuxième chose, des républicains qui, en fait, étaient quand même assez divisés entre eux. Il y a eu pas mal des gens qui avaient une doctrine, finalement, très libérale, qui voulaient alléger les impôts, alléger l'intervention de l'État, déréguler, et d'autres qui, au contraire, étaient beaucoup plus interventionnistes. Et puis, c'est un contexte aussi marqué par le creusement des inégalités et aussi le creusement d'une sorte de fissure entre les ruraux et les urbains. Mais le jeudi 24 octobre 1929, les économies américaines et mondiales vont entrer dans une nouvelle ère. C'est ce qu'on a appelé le jeudi noir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, il y avait un mouvement de hausse sur les valeurs boursières et au fond de bulles depuis des années. Puisque la bourse monte, tout le monde voit qu'on gagne de l'argent en plaçant en bourse et donc tout le monde veut investir en bourse. Et le fait que tout le monde investisse en bourse, ça augmente, ça entretient ce mouvement de montée. Mais finalement, à un moment, il peut se déconnecter des fondamentaux. Et c'est ce qui s'est passé à la fin des années 20. Au moment où l'immobilier a commencé à se retourner, où la consommation ralentissait et ne suivait plus du tout, où il y avait un certain nombre de secteurs qui n'allaient pas très bien. Et là, il y a vraiment cette logique de momentum, juste finalement la bourse qui monte de son seul élan, en fait, sur la base de pas grand-chose. Et là, il suffit que tout d'un coup, il y ait des doutes qui se propagent sur le marché, que les acteurs de marché arrêtent de tous croire en même temps que la bourse va monter. Ils peuvent tous ensemble se dire que c'est peut-être le moment de prendre ses bénéfices, donc au contraire de vendre. Et là, tout d'un coup, tout le monde veut vendre ensemble et c'est le crack. La panique s'empare des petits porteurs. À midi, 12 millions d'actions ont été vendues. Tout ça, c'est évidemment démultiplié dans ses impacts par les comportements que j'ai décrits tout à l'heure, de spéculation et de levier, c'est-à-dire qu'on s'endette pour acheter des actions, pour gagner encore plus, et puis on remboursera à la fin. Mais du coup, si ça tourne mal, en fait, on s'est endetté, on avait 10, on a acheté pour 100 en actions, mais si leur valeur augmente de 20%, par exemple, on a perdu 20, mais on peut même plus rembourser ce qu'on avait emprunté au départ, d'accord ? Parce qu'on avait 10 initialement et on a perdu 20. Et donc tout ça, ça crée des comportements de panique. Dans un premier temps, donc, les autorités bancaires essaient d'intervenir. Et puis très vite, elles lâchent l'affaire, d'où le mardi noir qui va suivre juste après le 29 octobre. Il y a un enchaînement vraiment pervers qui se met en place, qui a été entretenu aussi par de très mauvaises réactions, on l'a compris après seulement, des autorités monétaires qui ont considéré que finalement c'était une purge, tout ça, et qu'il fallait laisser faire le marché, et qu'on allait retourner à des fondamentaux plus sains, et qu'ensuite ça irait mieux. Le problème, c'est que dans ces marchés financiers, tout le monde se tient un peu par la barbichette, et si je laisse faire faillite un acteur, mais qu'en fait, il a des dettes envers beaucoup d'autres acteurs, la faillite de cet acteur, elle va pas assainir le marché, elle va affecter indirectement les autres parce que, justement, ils avaient des créances envers celui qui a fait faillite et ils vont pas pouvoir les recouvrer. Donc, il y a cet enchaînement qui se met en place. Aux États-Unis, le chômage explose à plus de 25%, le pouvoir d'achat et la consommation s'effondrent. C'est le début de la Grande Dépression. Nous n'avions même plus les moyens de nous payer 1 litre de lait. Pour une crise, c'était une crise. Et ça va s'étendre à l'Europe, effectivement, notamment par le canal boursier initialement, mais aussi bancaire, parce que, pas immédiatement, mais en particulier à partir de 1931, la crise, elle va aussi devenir une crise bancaire. Justement, le mécanisme de propagation que je décrivais, il passe beaucoup par les banques qui sont vraiment au centre de ces relations d'interconnexion, d'interdépendance financière. Herbert Hoover, alors président des États-Unis depuis 1928, cherche à protéger l'économie américaine. Pour cela, il va suivre les propositions de 2 élus républicains,
Willis Hawley et Reed Smoot. Ils suggèrent d'augmenter les droits de douane à l'importation. La loi, elle est promulguée le 18 juin 1930. On estime qu'il y avait un droit moyen qui était de l'ordre de 35% avant la loi et il a été passé à 41%. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que d'une part, c'est une loi qui avait commencé à être discutée avant le krach boursier, dès 1928. C'est une loi qui est excessivement complexe, d'une façon qui est presque ridicule. C'est-à-dire qu'il y a des objets, selon que le pot est décoré ou pas, il n'y a pas le même droit de douane. Enfin, un niveau d'élaboration, de détail, qui paraît complètement insensé. Quand on a commencé à lancer un peu ce processus de discussion sur la protection douanière, eh bien, la protection d'un produit a entraîné la demande de protection d'un autre, et puis un troisième, et tous les intérêts industriels s'y sont mis les uns après les autres, si bien que chaque représentant ou chaque sénateur a voulu défendre sa propre circonscription et les produits qui y étaient fabriqués, si bien que chacun y est allé de son ajout. Il y a eu des discussions sans fin pendant des mois, et à la fin, on est arrivé avec cette espèce de monstre, c'est-à-dire une loi qui est arrivée à un moment très sensible économiquement, on vient de le dire, qui n'avait pas été calculé pour, qui n'avait pas été prévu pour, qui couvrait tout un ensemble de produits, qui ne rééquilibrait plus du tout les revenus au profit des agriculteurs, plutôt le contraire. Parce que souvent, en fait, si on protège fortement les produits industriels, ça va faire augmenter leur prix. Donc pour les agriculteurs, par exemple, c'est une mauvaise nouvelle. Cette loi Hawley-Smoot est vivement critiquée par de nombreux économistes. Henry Ford, en personne, la qualifie de stupidité économique lors d'un échange avec le président Hoover. Cette loi, finalement, elle concerne tous les secteurs. Mais les produits agricoles, certains produits agricoles, en tout cas, ont été directement touchés. Et puis, dans l'industrie, des produits sidérurgiques, des produits textiles aussi, d'une façon très peu structurée, finalement. Donc, si on cherchait une logique de structuration par secteur, on aurait beaucoup de mal à la trouver dans cette loi. Elle n'est pas dirigée contre un pays en particulier. Ça concerne tous les partenaires commerciaux et ça concerne beaucoup de produits différents. Pas tous, loin de là, je l'ai dit. Finalement, il n'y a qu'un petit tiers des produits qui sont touchés, mais ils sont répartis un peu sur tous les secteurs. Maintenant, ce qui est clair, c'est que les pays qui commercent le plus avec les États-Unis, typiquement le Canada, vont être assez touchés. Les pays européens qui exportent quand même pas mal aux États-Unis, ils sont assez touchés aussi. Par exemple, la Suisse est très touchée, le Royaume-Uni également. Ici, une nouvelle définition est nécessaire pour comprendre la suite. En commerce international, il y a une notion qui revient régulièrement, celle de la clause de la nation la plus favorisée. C'est le fondement dans les accords commerciaux du principe de non-discrimination. C'est un peu trompeur, en fait, comme terme, la clause de la nation la plus favorisée, parce que souvent, le pays qui est le partenaire qui en bénéficie, il n'est pas exactement le plus favorisé. Ce que ça veut dire, en fait, stricto sensu, c'est qu'on doit traiter tous les partenaires comme la nation la plus favorisée. Et donc, si j'accorde un avantage à un pays, je dois l'étendre à tous les autres pays. C'est une disposition qui a existé dans beaucoup d'accords commerciaux dès la fin du 19e siècle, qui a pris différentes formes, qui empêche la discrimination, dans le sens où on ne peut pas dire tel partenaire, je l'aime pas, ou j'ai un conflit avec lui, donc je le traite plus mal. Non, il doit être traité comme la nation la plus favorisée. Là où je dis que c'est trompeur, c'est qu'il y a énormément d'exceptions, et en particulier tous les accords de libre-échange. Et donc, aujourd'hui, dans l'Organisation mondiale du commerce, j'applique à mes partenaires les conditions commerciales, donc les droits de douane, en fait, souvent, sous la clause de la nation la plus favorisée, si je n'ai pas d'accord préférentiel avec eux. Donc, en fait, c'est plutôt les moins bien traités en pratique que les plus favorisés. Dans un contexte de forte crise économique mondiale, ces pays touchés par la loi Hawley-Smoot vont adopter des mesures en réponse aux États-Unis. Immédiatement, il y a des augmentations de droits de douane qui sont décrétées sur les importations américaines par le Canada, Cuba, Mexique, la France, l'Italie, l'Espagne. Il y a beaucoup de pays, cela dit, qui avaient des engagements à suivre la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire à ne pas discriminer contre un pays donné et qui n'ont pas voulu sortir de ces engagements. Mais même quand c'était le cas, ils ont pu cibler les produits d'exportation importants pour les États-Unis et augmenter ces produits-là. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que non seulement il y a eu des représailles, mais en plus il y a eu des représailles vraiment ciblées sur ce qui allait faire mal aux États-Unis économiquement, voire politiquement. Face à ces représailles, on craint que la loi Hawley-Smoot aggrave la crise économique américaine. Le paradoxe, c'est qu'elle a eu un
En pratique, un effet relativement limité. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur les biens taxables, le droit de douane moyen, il est passé de 36 à 41%. Bon, c'est pas énorme en fait comme augmentation. En fait, il est augmenté de 5 à 6%. En soi, déjà, c'est pas énorme. Premier point. Deuxième point, ça ne touchait que les biens taxables. Or, une grande partie des biens aux États-Unis étaient non taxables. Ça correspondait typiquement à des situations où il n'y avait pas de secteur producteur aux États-Unis. Par exemple, parce que c'est un produit tropical ou bien simplement parce qu'il n'est pas fabriqué aux États-Unis. Mais en fait, c'était 2/3 des importations américaines qui étaient non taxables. Donc finalement, ce droit de douane, cette augmentation, non seulement elle est limitée, mais en plus, elle a touché qu'un tiers des importations américaines. Ça veut dire que ça a réduit les importations totales d'environ 5%. Dans un contexte où, en fait, la chute des importations, elle a été énorme à l'époque. Elle a été de 40%. Ce que ça montre bien, c'est que, pour l'essentiel, la chute du commerce dans les années 30 n'est pas le résultat de cette loi Smoot-Hawley. De quoi était le résultat ? On estime qu'environ 2/3 de cette baisse des échanges, elle est liée à la baisse des pouvoirs d'achat des consommateurs. Ils achètent moins, donc ils achètent moins, notamment moins d'importations. Et finalement, la baisse, elle a été plus forte sur les importations que sur le reste. Et puis, dans le tiers restant, ce qui a été dominant, en fait, plus que la loi Smoot-Hawley, ça a été la déflation, la baisse des prix qui a été massive à l'époque, de l'ordre de 25% sur les prix à la consommation, mais encore plus notamment sur les produits agricoles. Pourquoi est-ce que ça a eu un effet ? Parce que pour beaucoup de produits, on avait ce qu'on appelle un droit de douane spécifique. C'est-à-dire que la taxe n'est pas définie par rapport à la valeur du produit, ça va pas être 30% de la valeur des importations, ça va être une valeur au poids, par exemple, $1 par tonne. Mais $1 par tonne, si la tonne vaut $100, ça fait 1% de la valeur. Mais si son prix descend à $50, ça va faire 2%. Et c'est ça qui s'est passé sur beaucoup de produits, étant donné la chute des prix, en particulier la chute des prix très forte dans l'agriculture, où souvent il y avait des droits de douane spécifiques. La loi Hawley-Smoot n'est donc pas responsable de la Grande Dépression, mais elle a aggravé la situation. Il faudra attendre l'arrivée de Franklin Roosevelt à la présidence des États-Unis pour qu'en 1934 soit mise en place une baisse des droits de douane à l'importation. Donald Trump peut créer une crise des paiements et des échanges mondiaux comparables à celle des années 30, avec des droits de 20% sur toutes les importations américaines. La crainte de voir Donald Trump reproduire la situation des années 30, elle est partagée par de nombreux observateurs aujourd'hui. Mais Sébastien Jean estime que ce n'est pas sur l'angle des conséquences macroéconomiques que la loi Hawley-Smoot doit être étudiée. Je crois que la période des années 30, elle a été beaucoup brandie comme argument de manière assez excessive. Je crois que la première leçon, c'est une leçon d'économie politique. C'est-à-dire le cercle vicieux qui peut s'enclencher dès lors que on ouvre la porte à des politiques protectionnistes comme celle-là. Essentiellement parce que, au niveau interne déjà, elles mettent en route une logique clientéliste. C'est-à-dire que quand on met un droit de douane sur un produit, ça va accroître les revenus des producteurs dans l'économie. Ceux qui sont protégés de la concurrence des importations. Eux-mêmes, pour la suite, ils vont dépendre de ce droit de douane, donc ils vont s'accrocher, ils vont faire beaucoup de lobbying beaucoup de pression auprès des autorités pour essayer de maintenir ce droit de douane. Le deuxième aspect, c'est que ça augmente le prix du produit dans l'économie. Et si par exemple c'est de l'acier que moi je fabrique des automobiles, j'utilise de l'acier, c'est mauvais pour mes coûts de production. Ça augmente mes coûts de production. Et à ce moment-là, la réaction c'est quoi ? C'est de dire moi aussi je veux être protégé puisque j'ai subi cet effet néfaste sur mes coûts de production. Je veux aussi être protégé de la concurrence des importations. Il y a un effet d'enchaînement, disons, qui est assez néfaste et qu'on a vu se déployer et dont on a vu que très vite, ça peut donner un clientélisme sans frein et une situation par rapport à laquelle il est très difficile de revenir en arrière. Et d'ailleurs, dans les protections telles qu'elles sont appliquées aujourd'hui, produit par produit aux États-Unis, on voit encore la trace de ce qui a été décidé à ce moment-là dans les années 30. L'autre aspect important à retenir de cette époque, ce sont les répercussions de long terme au niveau international. Typiquement, le Canada, quand il a vu mise en péril ses relations commerciales avec les États-Unis, s'est tourné vers le Royaume-Uni et son empire colonial. Le Royaume-Uni, lui aussi, voyant cette relation avec les États-Unis empêchée, lui aussi s'est dit, en fait, il faut que je me concentre sur mon empire colonial. Et les effets secondaires, eux, ils ont été très importants parce que, justement, ça a installé ce climat non coopératif
où on utilisait le commerce pour essayer d'infliger des représailles aux partenaires qui s'étaient mal conduits avec nous, où chacun estimait qu'il fallait avoir ce genre d'attitude, et où donc on a eu une absence de coordination dans les relations commerciales qui en ont fait un facteur aggravant d'une crise qui était déjà très aiguë au niveau national. C'est-à-dire qu'un pays, en l'occurrence les États-Unis, prenne une loi protectionniste, et bien les autres répondent. Et là encore, la protection de l'un appelle la protection de l'autre. Il y a une représaille, une sorte de surenchère qui se met en place, et c'est source de désordre, source de conflit. Et d'ailleurs, ça a été suffisamment traumatisant, suffisamment marquant, disons, pour beaucoup de décideurs politiques, pour que ce soit l'une des grandes motivations de l'ordre économique qui a été instauré après-guerre au travers de Bretton Woods et des accords du GATT notamment pour le commerce international. Les accords de Bretton Woods, ils seront justement au cœur du prochain épisode de cette série, toujours avec Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Alors pour ne pas rater ce deuxième volet, pensez, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Apple Podcast, Spotify ou Castbox. Tous nos épisodes sont également disponibles sur la chaîne YouTube de l'Express. L'art de la guerre commerciale est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, monté par Solène Alifa, réalisé par Quentin Bresson et Jules Cros.